Bien, on passe maintenant au dernier sujet, c'est le Togo. On va parler de la publication d'un manifeste pour la refondation. Ce manifeste porte la griffe du groupe de réflexion et d'action pour le dialogue, la démocratie et le développement. On a abrégé le grade de l'ancien ministre Victor Alipuy. Il était face à la presse pour présenter un manifeste dit du manifeste pour la refondation du Togo. Et dans ce manifeste, il propose il réitère son invite à une transition politique pour relancer le processus de démocratisation, donc dans le contexte de la crise que traverse le pays actuellement. Pour le grade, et en tout cas Dimas, ce qu'on peut dire, c'est que même l'accalmie qu'on observe actuellement peut être considérée comme une accalmie trompeuse et qu'il faut en tout cas refonder le Togo de fond en comble. Le grade s'est illustré au départ par une analyse impartiale de la réalité togolaise jusqu'à un moment donné où carrément il s'est mis en opposition au pouvoir en place. Et donc à partir de là, je ne trouve plus d'objectivité dans les réflexions et les analyses des éminences grises qui figurent dans ce groupe, quand on sait que Victor Alipuy a été ministre pas des moindres, ministre des Finances, au temps de Gnassingbé et Adema dans ce pays. Et donc, ce n'est pas un novice en politique, quand bien même être ministre ne suffit pas d'être politicien ou d'être un animal politique. Bon, on peut, surtout que c'est un poste technique, ministre des Finances, mais c'est quand même important qu'il puisse maîtriser un certain nombre de choses en ce qui concerne l'État, le fonctionnement de l'État, les réalités de l'État et les réalités politiques ou du pouvoir en place. Ce que je vous ai dit par là, simplement c'est que si on nous dit maintenant que le Togo est dans une zone de turbulence actuellement, alors il faut chercher une transition pour aboutir à quelque chose qu'on peut appeler un État démocratique ou patati patata. Si on nous parle de ça maintenant, je peux dire que c'est une vue d'esprit, c'est un peu obtus, c'est un peu myope, c'est un peu un déni de la réalité de ce que nous vivons dans ce pays. Parce que cela veut dire en même temps qu'on veut dénier à l'opposition son rôle d'opposition. Et c'est parce que l'opposition s'oppose, l'opposition conteste, il n'y a pas de démocratie dans ce pays. Non. Le Togo n'a pas besoin de quelque transition que ce soit. Le Togo est là, vit en tant qu'un pays démocratique. Il n'y a pas de crise institutionnelle dans ce pays. Je pense que les espaces de liberté, les espaces de démocratie sont en train de s'élargir au jour le jour. Et donc, on ne peut plus venir nous parler maintenant d'une quelconque transition comme si on était dans une dictature et il nous faut une transition pour aller à la démocratie. Non, ce n'est pas la réalité du terrain. Mais en tout cas, le mérite peut être reconnu au grade de mener des réflexions sur la situation politique actuelle. Je voudrais d'abord rendre un hommage mérité à Victor Alipuy. Depuis un certain moment, il est resté constant dans ses réflexions. Il fait de très belles réflexions. Même si Dimas dit que les éminentes grises qui restent encore dans ce groupe-là ne sont presque comme si n'ont pas grand-chose à dire. Je crois que c'est des réflexions. Ils sont en train de faire des réflexions. Vous savez, aucun pays n'est suffisamment démocratique. Je suis d'accord. Le Togo est en voie de démocratisation. Comme bon nombre de pays. Dans ce cas, on ne peut pas parler de transition. C'est un processus. Normal. Processus de démocratisation. Normal.
où il faut consolider les institutions. Et aussi, la démocratie ne se résume pas à l'existence seulement des institutions. Je suis parfaitement d'accord aussi. Il faut aller dans le respect de tous les principes, de tous les principes fondamentaux, le respect de la minorité, la liberté d'expression, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça, et je crois que dans le manifeste, ils sont allés donc ramener tout ça là d'abord avant de parler de la transition dont il parle. Bon, donc c'est des réflexions et moi je ne m'oppose pas à ces réflexions. Je ne pourrais pas dire que c'est subjectif. Il y a de l'objectivité dans ce qu'ils sont en train de dire. Maintenant, de quelle manière la transition il faut mener, il faut aller à cette transition-là et sur quels critères, comment cela va se faire. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand déjà, pour faire une proposition, le GRAD parle de transition, est-ce que ce n'est pas une manière de dénier toute légitimité au pouvoir actuel? Voilà. Alors, voilà, quand on les suit, ils estiment que il y a beaucoup de faits qui ne se rapportent pas vraiment même à un État en voie de démocratisation. Et s'ils partent de ce principe, on ne peut que leur accorder leur proposition. Et toi, tu crois à ça? Mais maintenant, il faut quand même aller à la réalité du terrain. Il faut aller à la réalité du terrain, même si nous sommes d'accord, conscients quand même qu'il reste beaucoup de choses à faire dans ce pays, parce que nous sommes partis d'une élection le 22 février dernier et qui reste toujours dans une phase de contestation par un groupe qui est allé à ces élections, un groupe qui réclame toujours la victoire. Bon, donc, et avec toutes les élections que nous avions organisées, on sent quand même que nous sommes dans un processus de démocratisation. Maintenant, comment va se faire cette transition? Il faut quand même leur reconnaître le mérite d'avoir réfléchi. Ils peuvent continuer pas à réfléchir, parce qu'on ne peut pas... la démocratie doit être justement un canal de réflexion pour penser à la perfection à l'enracinement de cette démocratie et surtout à un véritable droit. Donc, ils disent que le Togo n'est pas un état de droit. Je les ai écoutés quand même aujourd'hui sur une radio. Ils disent que jusque-là, le Togo n'est pas un état de droit. Maintenant, quant à ce qui me... Après, moi, en tant qu'un acteur sur le terrain, je crois qu'il y a quand même débat. Il y a quand même débat à faire autour de ça. Alors, et c'est pourquoi le GRAD est dans son rôle de pousser des réflexions. Alors, sur le fond, ce que propose le GRAD, c'est, dans son manifeste, en tout cas, c'est un gouvernement d'union nationale avec 3 structures composées d'hommes d'expérience. Union nationale d'unité nationale. D'unité nationale, pardon. Gouvernement d'unité nationale, oui, il y a une différence. Oui. Composé avec 3 structures composées d'hommes d'expérience, à savoir une commission présidentielle de 3 membres. Un triumvirat au sommet de l'État. Non, je ne suis pas d'accord. C'est invraisemblable? Non, c'est invraisemblable. Ça ne tient compte d'aucune réalité du Togo. Avant d'en arriver là, il devait avoir un blocage institutionnel, une crise institutionnelle dans ce pays avant qu'on en arrive là. Mais se lever maintenant, au moment où on a organisé une élection, où tout le monde a participé à cette élection et il y a eu un vainqueur, c'est pas parce que les gens contestent l'élection. Au Ghana, on en a contesté. Au Bénin, on en conteste. C'est pas parce que tout le monde a participé à l'élection. Ça ne fait pas ça. Je ne refuse pas. Aux États-Unis, on en a contesté. Mais ça ne veut pas dire que le fait qu'on a contesté, on doit dire qu'obligatoirement, il faut passer par une transition. C'est le mot transition là que je n'accepte pas. Que des groupes cherchent à ce que la configuration du gouvernement soit autre chose que ce qu'on a actuellement. Ils veulent mener des démarches vers le chef de l'État pour revoir ça. Ça, c'est une autre démarche. On peut à la limite comprendre. On peut à la limite comprendre parce qu'on pense que nous aussi, nous avons quelque chose à faire valoir. Mais nous n'avons pas des moyens politiques pour pouvoir accéder au levier de décision. Et donc, nous pensons que dans ce pays, on peut tenir compte de nos capacités. Et donc, nous proposons nos capacités pour pouvoir accompagner telle dynamique. On peut comprendre. L'ensemble Nicolas le fait. L'ensemble Nicolas ne dit pas qu'il va prendre la primature puisqu'il réclame la primature. Il demande cela. Et
il dit qu'il compte sur ses capacités et ses réseaux pour pouvoir gouverner autrement, mais tout en accompagnant la dynamique que va imprimer le chef de l'État. Là, c'est autre chose. Si on fait cette proposition, on peut comprendre. Mais venez dire qu'il faut remettre en cause tout ce qu'on a fait dans ce pays, les acquis qu'on a fait, que ce soit au niveau de l'installation des institutions de la République, remettre tout en cause, est venu passer par une transition avec un triumvirat à la tête de l'État, un dessous avec 3 têtes pour faire... Non, je dis non. Ne faisons pas de déni de réalité, un mode de gouvernance dans ce pays. La réalité est là. Il faut s'en approprier et changer les choses autrement. Je suis d'accord que ces grandes têtes pensantes, du moins ces grosses têtes pensantes de grade, puissent proposer leur capacité de gestion de ce pays au chef de l'État, qui est le vainqueur de l'élection présidentielle. Je suis d'accord qu'ils puissent proposer ça, mais je ne suis pas d'accord qu'on vienne nous dire que en voulant le faire, il faut obligatoirement passer par une transition. Non. Non. Bon, l'appréhension qu'on a fait de la situation togolaise, ça dépend du bord qu'on se... Justement, est-ce que vous pensez que le GRAD, à travers ça cette dépend du bord où l'on se fait trouve. une lecture objective du contexte actuel? Oui, la situation togolaise... C'est dit que ça dépend du bord. Oui, ça veut dire qu'ils sont à l'extrême. Ça dépend du bord. Donc il n'y a plus d'objectifs. Et les appréciations. Mais justement, je voudrais juste aborder dans ce sens pour dire que, vous savez, qu'on le veuille ou pas, on a beau organiser les élections, on a organisé les législatives, on a organisé les présidentielles, on a toujours organisé des élections dans ce pays. On a toujours organisé depuis les premières élections, les premières élections de 1993, les législatives de 93 avant la présidentielle de 94. On a toujours organisé les élections. Mais voilà, maintenant les élections qu'on organise, est-ce qu'elles sous-tendent, elles sont le soubassement des principes démocratiques? C'est la question qu'on peut se poser. Il peut y avoir plusieurs candidats lors d'une élection présidentielle. Il peut y avoir plusieurs partis au cours des élections législatives ou locales. Maintenant, la crise, elle est aussi profonde du point de vue par rapport à un parti aux mêmes personnes qui sont au pouvoir, aux mêmes personnes qui incarnent la gouvernance de ce pays pendant des années. Je crois que c'est dans ce sens que c'est là où... Pendant combien d'années, par exemple? C'est là où GRAD s'illustre, pendant des années. Non, ça veut dire que pour eux, la crise est d'un seul côté, c'est ça? Oui, pour eux, combien d'années? Pour eux, le pays est gouverné par un seul groupe. C'est ça la crise? Oui. Depuis quand? Oui, c'est ça la crise du point de vue que il y a certains citoyens pendant longtemps qui ne se retrouvent pas dans ce qui se fait. Elle est rentrée, elle a été directrice de cabinet. Elles sont toujours à côté. Elles sont toujours à côté de ce qui se fait. Donc ça n'alimente que les mêmes personnes et leur réseau. Et donc, moi, je suis en train de me placer dans le cadre de GRAD, la réflexion que GRAD fait. Maintenant, de manière réelle sur le terrain, on peut estimer, on peut dire quand même que c'est vrai tout ce qu'on est en train de dire, mais il faut peut-être avoir un sursaut patriotique pour que nous puissions nous retrouver dans la gouvernance, et cela passe par la mise en place peut-être d'une transition. C'est dans cet esprit que GRAD est en train de parler. J'essaie peut-être de comprendre la proposition de transition que fait le GRAD, mais en y réfléchissant, comment on met en place une transition? Mais c'est ça. Non, c'est la question. Sur quel critère comment on va mettre sur pied les institutions qui fonctionnent normalement? L'administration est là, le gouvernement est là, tout fonctionne bien. L'opposition est là, tout le monde est là. Tout fonctionne bien. Mais tout fonctionne bien. On peut ne pas être d'accord. Et puis, je n'ai jamais vu un pays dans lequel tout le monde est d'accord sur la gouvernance. Tout fonctionne bien. Bon, oui, mais je dis, je n'ai jamais vu. Montrez-moi un seul pays au monde où tout le monde est d'accord sur la gouvernance. Ça on peut ne pas être d'accord.
Ça n'existe pas. Mais quand ça fonctionne bien, Mais- quand ça fonctionne bien, c'est qu'il y a une certaine cohérence. C'est-à-dire, on peut sentir une certaine cohérence. Je vous dis, qui t'a dit qu'au Togo, il n'y a pas de cohérence? Une certaine dans la cohérence. gouvernance? Vous prenez le pouvoir exécutif, Qui t'a dit? vous prenez le pouvoir législatif. Qui t'a dit qu'il n'y a vous pas prenez de le pouvoir cohérence? judiciaire. Est-ce qu'il y a une certaine Qu'est-ce que tu appelles cohérence? Une certaine Et cohérence. que tu ne retrouves pas au Togo. Mais tu sais. Montre-moi, quoi par exemple? Tu dois savoir. Non, on peut ne pas être d'accord sur un certain nombre de choses. Ça, c'est tout à fait normal. Moi-même, je ne suis pas d'accord sur la gouvernance à 100%. Je ne peux jamais l'être non plus. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, il y a un acte qui est posé chez moi dans la V sur lequel je ne suis pas d'accord. Et j'ai donné un carton rouge au ministère des pistes rurales et autres là. Mais bien sûr, parce qu'on a envoyé des engins, des niveleuses gradins là, pour Russell Gradin, pour pouvoir, au lieu de réparer la voie, ils ont seulement ramassé des sables de gauche à droite pour mettre sur la voie. Et ça glisse les gens, ça fait tomber les gens. Il n'y a que des accidents, les gens se fracturent le pied, les gens sont blessés un peu partout. Mais c'est inadmissible qu'on puisse traiter les choses de la République comme ça. C'est un pan de la gouvernance. Oui, et je ne suis pas d'accord. Et je le dis à voix haute. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut remettre en cause la gouvernance même qui est dans le pays. Du moins, les institutions qui dirigent ce pays. Ah non, parce que vouloir mettre sur pied une transition, ça veut dire qu'il faut remettre en cause les institutions de la République. Il n'y a pas de crise institutionnelle au Togo. Il n'y a pas de crise institutionnelle, il n'y a pas de blocage. Tout fonctionne normalement. On peut ne pas être d'accord sur la gouvernance. C'est pourquoi je dis, je peux être d'accord que ces grosses têtes qui se trouvent au sein du grade, plus un pan important de la population, puissent proposer leur savoir-faire, leurs expériences et leur expertise au gouvernement. Et là, on peut voir comment on peut les insérer. Parce que la plus grande richesse, et d'ailleurs la première d'un pays, c'est les ressources humaines. C'est les ressources humaines, et quand on sait les exploiter, on peut tirer tout. Et donc, il ne faudrait pas que les gens aussi se mettent dans un cadre où ils ont envie de travailler avec le gouvernement en place, mais ils pensent que quand on ira là-bas, on va les traiter de vendus, de corrompus, ou de patati patata, et ils veulent travailler même, ils se mettent non, on peut apporter son expertise au pouvoir sans toutefois partager obligatoirement les lignes du parti politique. Parce que ce qui est important et indispensable, selon moi, il y a quand vous regardez, on observe aujourd'hui, on a l'impression que toutes les voix dissonances, on veut taire toutes les voix dissonances à travers. Non, c'est pas vrai. Est-ce que quelqu'un cherche à te faire taire à travers les embassiments, les arrestations, les interpellations musclées. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Et ça ne se retrouve pas dans la cohésion, dans l'inclusion dont on parle dans les discours. Je crois qu'il faut s'en rendre compte de ça. Et arrêter ça dès maintenant. Et qu'on arrête ça dès maintenant. Parce que ça risque d'exploser le tissu social d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi une partie du manifeste de GRAD le dit très bien. Parce que pour GRAD, la situation actuelle, c'est vrai quand même qu'on a l'impression que les institutions fonctionnent. On a l'impression. Selon toi, c'est une impression. Je dis selon GRAD, on a l'impression. Et selon toi? Je suis en train de. Nous sommes en train d'analyser le manifeste de GRAD. Il faut que je monte d'abord sur ce que GRAD est en train de dire. Et selon toi? Et dans cette dynamique, on pouvait refaire les choses autrement. On doit refaire les choses autrement pour permettre à ces réflexions-là. C'est des réflexions qui sont faites, qu'on peut prendre. On peut prendre dans ces réflexions. Il ne faut pas dire que tout est à jeter. Il faut prendre dans ces réflexions pour pouvoir améliorer en tout cas, ce qui est provoqué ce qui est proposé dans le manifeste, comme je l'ai dit, c'est ce triumvirat au sommet de l'État qu'on appelle une commission présidentielle de 3 membres. On parle également du Conseil des ministres de 15 membres, parmi lesquels un président du Conseil des ministres, 6 ministres, à savoir un par région, plus la commune de Lomé,
et 9 ministres technocrates, y compris un représentant de la diaspora, et enfin des institutions opérationnelles d'appui recomposées, la Cour constitutionnelle, la CENI, la HAC. Donc c'est ce qu'ils appellent. Ils n'ont qu'à faire une campagne là-dessus. Ils n'ont qu'à faire une campagne là-dessus. Si les Togolais portent ces propositions dans leur cœur, ben, ils vont voter pour eux. Et quand ils viendront au pouvoir, ils vont mettre sur pied leur institution de cette manière. Samuel. Sinon, la mission, on ne peut pas venir à un parti politique qui a remporté les élections ou l'élection présidentielle, on viendra leur dire qu'il faut faire ceci. Non, ce n'est pas possible. Samuel, la mission, je crois la mission de la CVGR, c'était au fait de refonder, de la refondation de la nation. C'était pour ça qu'on a pris depuis 1958 jusqu'à 2005. C'était dans l'esprit de refonder la nation parce que on estime que le tissu social est déchiré. Et depuis la CVGR jusqu'à maintenant, il faut quand même avoir le courage de dire qu'on était on était dans la dynamique, avec la CVGR, on était dans la dynamique de pouvoir assurer la garantie de la non-répétition de ce qui était déjà passé, qui a divisé le tissu social. C'était ça. Mais attention, si on observe bien, depuis 2005 jusqu'à maintenant, le tissu social a été plus embranlé par rapport à certains actes qui ont été posés. Des assassinats, des meurtres, tout ça là. Des violations. C'est avant 2005. Non, je dis, non, c'est arrivé à 2000. Ça a travaillé à 2005. C'était ça, c'est ce que je dis. Et depuis 2005, tout ce qui s'est passé, il faut encore voir. C'est comme si la garantie de la non-répétition de ces événements-là, ça n'a pas tellement marché. Plus jamais ça dans ce pays. Il n'y a pas. Plus jamais ça. Non, je suis en train. Il faut rester dans cette dynamique, dans la dynamique des recommandations. Je suis en train de faire cette dynamique. Il n'y a pas un pays où la paix est acquise 100%. Non. Ou d'une manière ou d'une autre, si les citoyens ne travaillent pas pour consolider la paix sera maintenue. Quels citoyens? Les citoyens, je suis d'accord que c'est les citoyens. Quand je parle des citoyens, je parle depuis les gouvernants, oui, jusqu'au bas peuple que nous sommes. Et c'est ceux à qui... Ce que je dis... Ceux à qui est dévolue la mission régalienne sur oui, mais tout le monde doit travailler. Je suis d'accord avec tout le monde. Ce tissu social. Mais particulièrement ceux qui ont la mission régalienne. Mais quand des gens savent pertinemment qu'ils n'ont pas gagné l'élection et ils n'ont aucun moyen pour prouver leur victoire et qu'ils font tout pour qu'il y ait de violence dans le pays. Vous pensez que c'est ça qui va garantir la paix sociale? Non. C'est pour ça que je dis qu'à tous les niveaux, comment se fait-il que dans ce n'est pas aussi le fait d'abattre les gens, ce n'est pas aussi d'encercler des gens, de violenter les gens, de menacer les gens, ça aussi, ça ne constitue pas. Pourquoi on ne l'a pas fait ça pour toi? Pourquoi on ne l'a pas fait? Pourquoi on ne l'a pas fait? Non, je n'étais pas candidat. Parce que tu n'es pas hors la loi. Il faudrait que les gens fassent tout pour ne pas être hors la loi. C'est tout le problème. Non, justement, ce n'est pas ce qu'on est en train de... Je ne dis pas qu'on peut ne pas être d'accord sur un certain nombre de procédures. La façon dont la procédure est menée. Quand on parle de la loi, du respect de la loi, du respect de la loi... Mais ça ne veut pas dire que des gens doivent se muer. On a l'impression qu'on veut l'appliquer seulement aux autres. Et au sommet, on peut fouler les doigts. Tu es d'accord avec moi que si quelqu'un foule aux pieds les lois, même au sommet de l'État, nous sommes prêts à le dire. Oui, mais on est prêt à le dire, mais c'est que les sanctions auxquelles on s'attend, ce n'est pas ça. On a encore 4 minutes et je pense que je le promettais le mardi dernier, vous laisser chaque fois de revenir sur un fait social, un sujet social qui vous interpelle, même si j'ai ma petite idée sur ce que Dimas va dire, je laisse le pasteur Rideau commencer. Non. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que, vous savez, nous sommes à l'ère de la communication, des nouvelles technologies, des sociétés, des opérateurs qui ont en charge le domaine du secteur de la télécommunication. Je crois pendant longtemps, nous ont mis dans la boue. Moi, je fais partie des associations des consommateurs dont on travaille avec l'ARCEP. On travaille avec l'ARCEP et je crois qu'il y a quelque chose de nouveau avec l'ARCEP qui ne cesse d'implémenter une ère nouvelle à ce secteur et surtout obliger les opérateurs à être dans les normes, surtout les normes qui sont reconnues
au niveau de l'espace l'humour, au niveau de l'espace de la CEDEAO. Donc, je crois quand même que des grandes décisions ont été prises tout dernièrement pour que les consommateurs... Pas encore respecté. Hein. Oui, mais depuis le 22 janvier, qui doit rentrer en vigueur depuis le 22 janvier. C'est-à-dire, normalement, on doit plus nous harceler pour les crédits. Non, pas du tout. Pas du tout. Dès qu'il y a ça, essayez de contacter les assureurs de consommateurs. C'est ça, parce que moi, on m'a retiré mes crédits. Ça, là, facilement, vous pouvez nous envoyer des éléments et puis nous, on saisit l'ARCEP pour tout faire. Donc, je crois qu'il y a un travail nouveau qui est en train d'être fait. Les consommateurs sont libres aujourd'hui de porter plainte et surtout dès qu'ils arrivent à constater des anomalies au niveau de leur crédit, au niveau de leur comment on l'appelle, de communication par Internet, je un peu le truc, mais donc ils peuvent facilement saisir l'ARCEP. On est en train de travailler sur ça parce que tout ce que nous dénonçons depuis pendant longtemps, je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même l'institution ARCEP est en train de prendre en compte tout ça là, et je crois que c'est pour le bonheur des consommateurs. Mais un peu de patience, tout va rentrer dans les normes. D'accord, on espère bien, Dimas. Oh, je suis chez moi dans la veille. J'avais déjà parlé pas de le la préfet, voix, hein. là. Mais c'est pas le préfet qui a fait. Oui, le préfet nous fait un grand tort là-bas parce que, figurez-vous qu'actuellement, tout ce qui est cas peut être traité dans une chefferie à Djolo, dans le canton de Djolo, doit être transporté obligatoirement au palais de Badja pour être réglé auprès du chef avocat Akoucha de Badja. Est-ce que vous trouvez ça normal? Il n'y a pas un chef chez vous? Non, le préfet ne veut pas qu'il y ait chef. Je comprends. Et le préfet s'est opposé. Vous-même, vous étiez au courant. Le ministre Paradoua Boukessi le suit dans le même sens. Et ils ont refusé à ce que le canton de Djolo ait un chef. Depuis 2015. 2015, ouais. 5 ans. Nous sommes en 2021, donc ça fait 6 ans. Le canton n'a plus de chef et toute affaire traditionnelle qui peut être... Ils se sont mis même en complot là-bas de façon à ce que quand vous amenez l'affaire à la justice, on vous dit non, ça se traite traditionnellement. Vous amenez à la gendarmerie, on dit non, ça se traite traditionnellement. Vous amenez ça au palais d'avocat à Koucha, à Badja. Et toutes les affaires de Djolo sont transportées, les vieux, d'autres sont obligés d'aller à pied à un moment donné. Et le régent. Le régent, ils ont refusé au régent de travailler. Ils ont refusé, le canton de Djolo n'existe plus. Mais c'est inadmissible. On ne peut pas vivre dans un pays comme ça. Non, c'est inadmissible. On ne peut pas vivre dans une préfecture où on va demander à un canton de transporter tous les tiges pour aller dans un autre canton pour aller régler cela. Et vous allez voir les vieux, s'ils n'ont pas de l'argent, ils sont obligés de marcher sur une distance avant de prendre la moto pour arriver. Et arriver là-bas, c'est des centaines de milliers de francs, voire des millions que vous devez déposer avant qu'Avocat Koucha ne vous traite les affaires. C'est inadmissible. Je pense que les autorités togolaises, ou qu'on nous dise clairement que Djolo n'est plus dans le Togo, alors là, on peut vous irez au Ghana? Mais je ne sais pas, parce que si on doit régler nos affaires et qu'on nous brime jusqu'à ce point, c'est inadmissible. Le conseil coutumier a choisi un chef canton. Un successeur à quoi là? Le préfet dit, nous avons des messages vocaux ici, où le préfet dit, moi, je ne suis pas d'accord que celui-là soit chef. Et donc, il brime tout le monde et le ministère de la décentralisation l'accompagne dans ce jeu. C'est inadmissible. D'accord. Samuel, pour finir, oui. Dans les établissements scolaires, je vais humblement demander aux enseignants de faire respecter le port des masques dans les établissements scolaires et de veiller à ce que les élèves, quand ils sortent même, parce qu'on les voit en groupe sans masque, ça risque d'être très fatal pour nous. Là, ce serait une contamination massive dans les établissements scolaires. En tant que maire, j'ai fait certains établissements ce matin. Je pense qu'il y a encore du boulot. Et nous devons vraiment nous y veiller parce que le coronavirus, là, il faut porter les masques, respecter les mesures barrières. Merci. Je vous en prie. Allez, au revoir.